Bonjour à toutes et à tous. À l'initiative du GDS des Hautes-Pyrénées, ce travail qui a été mené en 2024, je vais vous présenter une restitution des résultats de l'étude sur les résistances aux anthelmintiques chez les strongles gastro-intestinaux dans les troupeaux ovins allaitants des estives des Hautes-Pyrénées. Alors cette étude, s'inscrit dans un contexte général où on voit l'émergence de résistance et de multirésistance des strongles digestifs des ovins, ainsi que des préoccupations de plus en plus pressantes sur l'écotoxicité de certaines molécules que nous utilisons pour contrer ces parasites. Dans ce contexte général, il y a un premier travail qui a été réalisé sur une estive des Hautes-Pyrénées, l'estive du Val d'Azun. Un premier travail en 2019 d'un état des lieux de résistance aux anthelmintiques chez 6 éleveurs de cette estive. Et ce travail a été complété 4 ans plus tard, en 2023, pour suivre l'évolution de ces résistances. Et devant les constats obtenus au cours de cette étude préliminaire, eh bien, le GDS 65 a décidé de financer, de mettre en place une étude à plus grande échelle sur les estives du département. Donc l'objectif de cette enquête était de faire un état des lieux des résistances sur les élevages ovins transhumants et non transhumants dans les Hautes-Pyrénées. Alors quand on s'intéresse aux strongles digestifs des ovins, on considère souvent 3 espèces majeures. Haemoncus contortus, qui est un parasite de la caillette, hématophage, Teladorsagia circumcincta, qui se trouve également dans la caillette et qui est chimivore, et Trichostrongylus colubriformis de l'intestin grêle. Ces 3 espèces, à elles 3, représentent 80 ou 90% du problème des strongles digestifs chez les ovins. Les 3 espèces fonctionnent de la même manière, avec un cycle identique. Une phase parasitaire chez le mouton qui va engendrer la formation, la libération d'œufs dans les matières fécales. C'est là qu'on peut les intercepter pour l'analyse coprologique. Et ces œufs, une fois sur la pâture, vont se développer en larves L1, L2, puis surtout la larve L3, qui va être ingérée par l'animal et qui va ensuite conférer l'implantation des vers adultes dans soit la caillette, soit l'intestin grêle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on peut mesurer l'intensité de ce parasitisme chez le mouton par l'analyse coprologique et qu'on peut surtout faire l'identification des espèces, non pas par les œufs, parce qu'ils se ressemblent tous, mais par les larves infestantes. C'est pour ça que dans ce travail, il y a eu des coprocultures qui ont été réalisées pour pouvoir identifier les espèces. On met l'accent sur Haemoncus contortus. Parmi les 3, c'est l'espèce la plus pathogène qui va être responsable d'anémie et qu'on voit ici, avec ces muqueuses blanches. On voit aussi ce qu'on appelle le signe de la bouteille, ou le goitre, comme certains l'appellent sur le terrain, qui est lié à une hypoprotéinémie. Et ce parasite est responsable de mortalité importante, donc il faut absolument pouvoir le contrôler si on veut maintenir la durabilité des élevages et leur viabilité économique. Alors, pour contrer ces parasites, nous disposons d'un arsenal thérapeutique qui comprend 5 familles: les benzimidazoles, les lactones macrocycliques, les salicylamimides, les dérivés aminoacétonitrile et les imidazotiazoles. Dans ces 5 familles, il y a plusieurs représentants à chaque fois, et les noms qui sont en gras ici, qui apparaissent en gras sur cette diapositive, là, ce sont les molécules qui ont été testées au cours de l'enquête. Le fenbendazole a représenté les benzimidazoles, l'ivermectine et l'amoxidectine représentaient les lactones macrocycliques, le closantel, les salicylamimides, le monépentel qui est tout seul dans sa famille, et le levamisole parmi les imidazotiazoles. Évaluer l'efficacité de ces molécules en élevage consiste à mettre en place un test de réduction de l'intensité d'excrétion fécale après traitement. L'idée, c'est de pouvoir contrôler
ce qui se passe 14 jours après un traitement, ici. Et on a donc dans chaque élevage réalisé une évaluation de l'efficacité du fenbendazole dans un lot fenbendazole, de l'ivermectine, de l'amoxidectine, du closantel, du levamisole et du monépentel. On avait 10 brebis par lot et on a gardé un lot témoin non traité. Donc à J0, on fait des analyses coprologiques de mélange et une coproculture de groupe. Et à J14, pareil, une analyse coprologique de mélange et une coproculture de groupe. Et dans la plupart des cas, ce travail a été réalisé avant la montée en estive et il a été répété après la descente d'estive. Qu'est-ce qu'on attend? Si le traitement est efficace, à J14, il ne doit plus y avoir d'eau au microscope. On doit donc avoir 100% de réduction de l'excrétion fécale. On tolère 95% de réduction. C'est une réduction très importante. Mais par contre, dès qu'on est au-dessous de 95% de réduction, il y a un problème. Et probablement une résistance. On va passer aux résultats de l'étude, proprement dit. Et pour ça, on ne peut pas aujourd'hui vous présenter la totalité des résultats obtenus, mais par contre, on a souhaité mettre l'accent sur 2 estives en particulier. Donc, je vais vous présenter un premier résultat d'une estive numéro 1, où il y avait 3 élevages, A, B et C, qui ont été, au moins pour les 2 premiers, analysés avant la montée et après la descente. Et le tableau que vous voyez ici, c'est un tableau dans lequel vous trouvez des chiffres. Et ce chiffre, c'est le pourcentage de réduction d'excrétion fécale post-traitement. Quand le chiffre est en vert, tout va bien. La molécule est efficace. On n'a plus du tout eu d'œufs après traitement. En revanche, quand le chiffre est en rouge ici, c'est qu'il y a un problème, c'est que la réduction n'atteint pas les fameux 95%, bien au contraire ici, on est parfois avec des niveaux de réduction qui sont très faibles et parfois même on a plus d'excrétion dans le lot traité, ici avec l'ivermectine, que dans le lot témoin non traité. Ce qui signe ici des situations d'effondrement de l'efficacité. Alors, la situation est assez hétérogène selon les élevages. Si je prends par exemple le cas ici de l'élevage A, on va avoir une résistance au fenbendazole, une résistance à l'ivermectine et ici probablement aussi une résistance à l'amoxidectine. Par contre, le closantel reste toujours bien efficace sur les mucus, le monépentel s'est montré très efficace et l'evamisole également très efficace. Ce qui apparaît aussi ici, vous voyez, ce sont les identifications des espèces qui ont résisté au fenbendazole, résisté à l'ivermectine, à l'amoxidectine. HC, ce sont les initiales des Mucus contortus, donc c'est justement l'espèce que l'on craint tout particulièrement. Et vous voyez qu'on va la retrouver à chaque fois qu'il y a de la résistance. Mais, mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une deuxième espèce, Stelladorsagia circumcincta, qui résiste également au fenbendazole ici, à l'ivermectine et à l'amoxidectine. Vous voyez que dans l'élevage B, la situation est très différente parce que on retrouve effectivement une résistance au fenbendazole, mais en revanche, pour les autres molécules, on a encore une excellente efficacité. Et puis, dans l'élevage C, ici, on a juste une alerte ici sur l'amoxidectine, mais l'evamisole, le monépentel, le closantel sont encore parfaitement efficaces. Voilà un bilan que l'on peut tirer donc, à la suite des tests qui ont été mis en place dans les élevages. Et si je fais une première conclusion sur ces résultats de l'estive numéro 1, on voit qu'il y a une inefficacité des benzimidazoles dans les 3 élevages, avec plusieurs espèces qui résistent. On a l'efficacité attendue du closantel, du monépentel et du levamisole. Et on a
une situation qui est très contrastée selon les élevages pour les lactones macrocycliques, avec deux espèces qui semblent résister, Haemoncus contortus et Teladorsagia circumcincta. Sur tes résultats là, Philippe, tu as une différence entre printemps et automne. Oui. C'est probablement, ou c'est peut-être la mise en évidence, une transmission de résistance ou de quelque chose qui s'est passé en estive, on est d'accord? Oui, là, effectivement, sur la moxidectine, ici dans l'élevage A, on voit qu'il y a un changement de statut entre le mois de mai, enfin avant la montée, et après la descente. Alors ça, c'est bien sûr, c'est une situation que l'on craint tout particulièrement parce qu'effectivement, on peut avoir à ce moment-là des échanges de parasites résistants en montagne, ou peut-être tout simplement, c'est que eh bien, il y a eu entre-temps une sélection de résistance dans cet élevage en particulier. Mais je voudrais vous montrer maintenant les résultats d'une autre estive, l'estive qu'on a appelée numéro 2, parce que la situation de cette estive est vraiment différente de la précédente. On a 1, 2, 3, 4, 5 élevages co-transhumants avec des mélanges de troupeaux. Les animaux, des 5 troupeaux, se mélangent complètement en estive. Et l'on voit une situation qui est beaucoup plus homogène par rapport à l'estive numéro 1. Avec sans surprise des résistances au fenbendazole dans les 5 élevages, avec parfois, vous voyez, des pourcentages de réduction qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'il y a plus d'excrétion dans ces lots traités par rapport aux lots témoins non traités. On voit qu'il y a de très nombreuses espèces qui résistent au fenbendazole. On a un constat qui est plutôt favorable pour le levamisole, le monépentel et le closantel. Et ce que vous voyez là, ici, pour les lactones macrocycliques, ivermectine et moxidectine, eh bien, c'est une uniformité avec des résistances de plusieurs espèces. Alors, à chaque fois, vous voyez, ce sont les deux mêmes espèces, Haemoncus contortus et Teladorsagia circumcincta, qui résistent à l'ivermectine et à la moxidectine. Donc, dans ce cas-là, on a des benzimidazoles et des lactones macrocycliques qui sont inefficaces chez tous les éleveurs de cette estive, avec plusieurs espèces résistantes pour chaque molécule inefficace, que ce soit les benzimidazoles ou les lactones macrocycliques. Et deux espèces en particulier, Haemoncus contortus et Teladorsagia circumcincta, qui résistent à l'ivermectine et à la moxidectine. Si je fais une conclusion un peu générale de ces premières observations, on s'est rendu compte qu'il y avait des intensités d'excrétion qui étaient très variables selon les élevages, avec souvent, pas toujours mais souvent, une excrétion plus forte à l'automne, c'est-à-dire à la descente d'estive, qu'au printemps avant la montée. Et parfois, effectivement, dans certaines estives, comme l'estive numéro 2, là, les intensités d'excrétion pouvaient être vraiment massives. Ce que l'on constate aussi, quelle que soit l'estive d'ailleurs retenue dans cette étude, c'est que la résistance au benzimidazole est bien établie et qu'elle concerne plusieurs espèces dans chaque exploitation testée. En revanche, et ça quand même c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a du closantel qui reste toujours très efficace sur Haemoncus contortus, et le monépentel est efficace sur toutes les espèces. Enfin, il y a peu d'alertes sur le levamisole dans ces deux estives. Vous avez vu des pourcentages de réduction qui parfois ne sont pas de 100%, mais globalement, ça reste quand même une molécule refuge, une molécule secours. Et puis, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'on a des situations qui sont très contrastées selon les élevages pour les lactones macrocycliques, avec parfois un véritable effondrement de l'efficacité. Et deux espèces, pas une seulement, mais deux qui résistent aux lactones macrocycliques. Bien, dans la mesure où la mise sur le marché prochaine d'une nouvelle famille de molécules antiparasitaires est peu probable, il va donc falloir faire avec les molécules dont on dispose, et en particulier avec celles qui sont encore efficaces. Et il faut essayer de préserver l'efficacité
des dernières molécules qui nous restent le plus longtemps possible pour éviter de se retrouver dans une situation d'impasse thérapeutique. Et pour cela, eh bien, il y a un ensemble de solutions qu'on peut proposer. Certaines sont immédiatement disponibles et applicables, et d'autres, au contraire, font encore partie un peu de perspective. Donc, parmi les solutions envisagées, vous avez le recours à un monitoring coprologique adapté à chaque exploitation, à chaque situation, de façon à pouvoir déterminer si oui ou non il faut traiter, à quel moment il faut traiter. Ensuite, la deuxième solution immédiate qu'on peut mettre en place, c'est que compte tenu du constat obtenu au cours de l'enquête, on peut remettre à plat les traitements antiparasitaires dans chacune de ces exploitations. Et pour ça, vous aurez bientôt à disposition un bilan personnalisé qui vous permettra de dire, voilà, on peut avoir recours à telle ou telle molécule chez vous, et telle ou telle molécule n'est plus efficace, et il faut donc ne plus l'utiliser. Ensuite, il y a des choses qui sont un petit peu plus à long terme. Je vous parlerai de la sélection génétique d'animaux résistants qui se met en place dans plusieurs races ovines, laitières ou allaitantes en France. Il y a les actions qu'on peut mettre en place sur le pâturage, sur la conduite. Et puis enfin, on dira quelques mots de perspective tout à la fin. Le monitoring, pardon. Alors Philippe, sur cette étude, du coup, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il y a 6 estives qui ont été représentées dans l'étude et que ça correspond à 40 éleveurs. Donc du coup, il y a des résultats hétérogènes, il y en a d'autres qui sont homogènes, mais à partir de cet échantillonnage qui est assez important, on peut tirer des conclusions quand même pour l'ensemble des éleveurs du département à minimum. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on souligne ici, c'est la dimension de l'étude. Parce que pour l'instant, souvent, comme ça avait été fait dans le Val d'Azun dans les années précédentes, on avait des enquêtes qui étaient plutôt limitées en termes d'envergure. Or là, on a bien pris soin d'investiguer 6 estives, plus des non-transhumants aussi. Et dans chacune de ces estives, il y a 3, 4, 5 ou 6 éleveurs qui représentent en tout effectivement une quarantaine d'éleveurs. Donc c'est à ce niveau-là, on pense que c'est quand même représentatif de ce qui se passe sur le département. Et les conclusions que l'on a pu mettre ici en évidence, probablement concernent une très 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 grande majorité des éleveurs du département. Je reviens au monitoring parce que c'est comme un point central. Ici, avant d'aborder le monitoring, je voulais vous présenter les résultats d'intensité moyenne d'excrétion dans une des estives. C'est l'estive numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez ici, on a là le chiffre en question, c'est plus un pourcentage de réduction, c'est l'intensité d'expression moyenne du lot témoin, du lot levamisole, du lot monépental, etc. Alors il peut y avoir un peu de variabilité, d'hétérogénéité, mais globalement, vous voyez ici, sur cette première série de mesures d'intensité moyenne d'expression, avant la montée, c'est-à-dire au printemps, eh on a des intensités d'expression qui sont relativement modérées. Ouais. C'est une excrétion qui est exprimée en 9 par gramme. En 9 par gramme. C'est en général le mode d'expression, c'est ce que vous retrouvez dans vos résultats d'analyse habituels de la part de vos vétos ou des laboratoires d'analyse. C'est un peu la même chose ici, vous voyez, dans l'élevage B, où on a plutôt des intensités d'excrétion qui sont modérées. Et vous voyez que par contre, à l'automne, dans cette colonne-là, vous voyez des niveaux d'excrétion qui sont beaucoup plus importants. Alors ici, ce point avant la montée est important parce qu'il va conditionner ou pas la mise en place d'un traitement. Et dans ce cas précis, on peut se dire peut-être qu'il n'y a pas besoin de traiter nos animaux. Est-ce qu'il y a un palier à partir duquel on peut estimer que le traitement n'est pas forcément nécessaire? Oui, alors c'est toujours difficile de parler de seuil, de palier, mais
On a coutume de dire qu'au-dessous de 500 E par gramme, on considère qu'il n'y a pas d'urgence à traiter. Entre 500 et 1000, on se pose la question. On va aussi regarder l'état des animaux. Au-delà de 1000, on se dit, tiens, il y a peut-être nécessité de mettre un coup d'arrêt à ce parasitisme, ne serait-ce que pour éviter de contaminer trop les pâtures. Ça veut dire que chez les éleveurs, s'il y a un T0 à faire, il faut qu'ils le fassent sur un échantillon représentatif du troupeau, sur des brebis qui leur semblent le plus parasitées. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ce monitoring? Alors pour ce monitoring, il faut effectivement avoir un nombre suffisant d'animaux pour que ce soit représentatif du troupeau. Et surtout, il faut essayer de discerner des catégories d'animaux. Une agnelle ne va pas excréter la même quantité de parasites qu'une brebis, même si elle est soumise à la même pression de transmission. Donc il faut qu'on puisse monitorer des brebis et des agnelles ou des antonnaises dans notre suivi. Et ce qu'on propose justement, c'est que dans les systèmes transhumants, où il y a une période de bergerie hivernale, une période de pâturage autour de la maison pendant quelques mois avant la montée en estive, une période qui va durer 2-3 mois ou un peu plus en estive, et un retour sur les parcelles autour de la maison jusqu'à la rentrée en bergerie. Bien, le monitoring coprologique, il est important d'en placer une première estimation juste avant la montée. En gros, on dit souvent 6 semaines, peut-être 6, 7, 8 semaines après la mise à l'herbe. Là, c'est important de savoir où on est le troupeau, sur 10 agnelles, 10 brebis. Et là, les résultats de cette analyse coprologique va décider d'un traitement ou pas. Vous avez ensuite la période d'estive. Là, à la fin de cette période d'estive, souvent c'est intéressant de voir ce qui s'est passé durant l'estive. Et ce point coprologique, il paraît relativement important, de même que celui qui va avoir lieu juste à la rentrée en bergerie. Ça, sur un monitoring, on va dire, d'un troupeau transhumant, ces 3 périodes-là sont vraiment essentielles. Et après, il peut y avoir un bonus. Bonus, ça peut être ici, juste à la mise à l'herbe, pour vérifier que éventuellement les traitements ici ont pu être totalement efficaces. Et puis peut-être aussi en milieu d'estive, s'il y a possibilité de récupérer des matières fécales sur les animaux. Et Est-ce que sur les éleveurs qui sont non transhumants, on garde à peu près le même timing sur les dates et les délais entre Pas forcément, parce que là, ici, il y a une rupture, en quelque sorte. C'est qu'on passe le pâturage de plaine ou de piémont, et puis on arrive sur des pâturages d'estive qui sont a priori plutôt assainis, parce qu'ils n'ont pas connu d'animaux d'animaux domestiques pendant 7-8 mois. Sur un élevage non transhumant, au moins on va dire sur les 3-4 premiers mois, ça peut être un monitoring mensuel sur ces exploitations-là. Donc on peut un petit peu plus densifier ce monitoring coprologique, tout simplement parce qu'il n'y a pas ce phénomène de rupture de pâturage. Mais bien sûr, tout ça est adapté en fonction de la conduite du troupeau, de la conduite du pâturage. C'est-à-dire qu'on privilégiera des coprologies plus fréquentes. Voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au moins sur la partie du printemps et début d'été, où là souvent on a un risque hémopause important, oui, ça peut valoir le coup là, d'avoir un monitoring serré. Donc, ce monitoring, il a pour objectif de surveiller en quelque sorte le parasitisme et de savoir s'il y a besoin ou pas de traiter aux différents moments.
Et lorsque l'on décide de traiter, il faut savoir ensuite choisir la bonne molécule. Et là, je vais reprendre le cas des élevages de l'estive numéro 2, où vous vous rappelez, il y avait à la fois de la résistance au benzimidazole et la résistance à toutes les lactones macrocides. Ça veut dire que dans ces élevages-là, eh bien, tout ce qui est dans ce cadre rouge ici n'est plus efficace pour lutter contre les strongs digestifs. Ça veut dire qu'on va devoir reporter ici notre attention sur les molécules qui sont dans le cadre vert, le monépentel, le levamisole et le closantel, sachant que le closantel n'agit que sur Haemoncus contortus. Bien sûr, dans d'autres situations, on pourra avoir encore l'ivermectine efficace. Donc, dans ce cas, on va glisser l'ivermectine dans le cadre vert ou bien la moxidectine. Et tout ça dépend du bilan que l'on doit faire dans chaque élevage. Il faut un état des lieux pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je ne peux plus utiliser dans un élevage. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a identifié les molécules qui sont encore efficaces, il ne faut traiter que lorsque c'est nécessaire, mais je dirais à chaque fois que c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas laisser la bride sur le cou à ces parasites, il faut pouvoir les contrôler. Le deuxième point important, c'est que si on a 2 ou 3 ou 4 molécules encore efficaces dans un élevage, il faut faire une rotation de ces familles de molécules dans la même année. Ça ne veut pas utiliser toujours la même molécule, ne pas utiliser toujours le levamisole, printemps, été, automne. Sinon, on risque d'avoir une pression de sélection importante sur les parasites et donc assez vite sélectionner de la résistance. Et si possible aussi, les utiliser d'une autre manière. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on traite tous les animaux d'un lot, voire même tous les animaux du troupeau en même temps avec la même molécule. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire de traiter tous les animaux d'un lot? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre façon d'administrer ces antiparasitaires, c'est-à-dire de faire du traitement ciblé, sélectif, donc de ne traiter qu'une partie des animaux d'un lot? On a conscience que c'est une véritable révolution, parce que jusqu'à maintenant, le discours, c'était de traiter tous les animaux. Et là, effectivement, on propose de baisser la garde vis-à-vis d'une partie de ces animaux. Si on parle de traitement ciblé sélectif, le premier point important qui apparaît, c'est d'accord, je vais traiter certains animaux et d'autres pas, mais sur quels critères? Qu'est-ce qui fait que je vais traiter un animal et de ne pas en traiter un autre? Il y a le premier critère que l'on propose, c'est l'âge. C'est-à-dire que les animaux jeunes, les agnelles, les antonaises, n'ont pas encore acquis complètement leur immunité contre les strongs. On ne baisse pas la garde sur ces animaux-là. Par contre, c'est sur les brebis adultes où là, on peut imaginer d'utiliser des critères de traitement ou de non-traitement en fonction de la présence de muqueuse pâle, d'œdème justement dans la région de l'auge, si c'est une brebis qui est en état corporel, on va dire déficitaire, s'il y a l'amaigrissement, s'il y a des retards de croissance sur des pas sur des brebis, et également la présence ici de souillures fécales, donc de traces de diarrhée chez ces animaux. Donc voilà un peu les quelques critères que l'on peut utiliser, sachant que parfois on peut être amené à ne traiter que 50% des animaux, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et à chaque fois qu'on va laisser des animaux non traités, on va laisser en quelque sorte une chance aux parasites sensibles. Et on va expliquer ça avec la notion de refuge. Voilà 2 troupeaux, le troupeau 1 et le troupeau 2, avec des brebis qui sont parasitées par des vers sensibles de couleur verte et par des vers résistants de couleur rouge. Alors, vous voyez qu'ils sont un peu répartis. Voilà. Mais qu'au départ, il y a un peu plus de parasites de couleur verte que des parasites de couleur rouge. Et c'est exactement la même situation dans le troupeau 2.
Sauf que dans le troupeau 1, on va faire un traitement systématique. Je vais donc traiter toutes mes brebis, celle-là, celle-là, celle-là. Et par contre, dans le troupeau numéro 2, je ne vais en traiter qu'une partie. Résultat des courses, après traitement, eh bien dans le troupeau 1, je n'ai plus que du parasite qui a résisté au traitement, donc que du parasite rouge. Par contre, dans le troupeau 2, où je n'ai traité que celle-ci, celle-ci et celle-ci, là, je vais avoir encore du parasite vert, donc sensible à la molécule. Et ça veut dire que ensuite, bien, on va avoir, après réinfestation sur les parcelles, ici, on va avoir pratiquement une situation où on n'aura plus que du parasite résistant, alors que là, on aura encore des parasites sensibles et des parasites résistants. Le fait d'avoir réalisé des traitements ciblés sélectifs retarde l'apparition de ces situations-là. Et c'est tout l'intérêt de cette stratégie-là, de retarder le plus possible les situations très compliquées comme celle que vous voyez là. Alors une autre façon aussi de sélectionner rapidement de la résistance et de la diffuser entre troupeaux, là on revient à nos systèmes d'élevage transhumants, c'est que vous allez avoir un éleveur dont les animaux présentent à la fois des parasites résistants en rouge là, et des parasites sensibles. Et avant la montée en estive, il réalise un traitement systématique. Donc ça peut être avec, je ne sais pas, de l'ivermectine, de la boxidectine, de la doramectine. Et à ce moment-là, eh bien, ce traitement systématique à la montée, il bloque complètement les parasites sensibles, ils vont rester en bas, dans la plaine, et seuls les parasites résistants vont monter en estive. Or, en estive, il peut y avoir mélange de troupeaux, et à ce moment-là, les parasites ici résistants venant de ce troupeau-là vont pouvoir se transmettre aux autres troupeaux, qu'aux transhumants. Et on pense que ça, c'est un des moyens possibles de diffusion de la résistance dans ces contextes d'estive. Parmi les solutions, on va dire, un peu encore à long terme pour certaines races allaitantes, c'est plus concret maintenant pour des races ovines laitières des Pyrénées, dans le département voisin. Cette mesure consiste à renforcer la résistance et la résilience des moutons par une sélection génétique de béliers résistants. Alors ça se fait dans les races ovines laitières des Pyrénées, où on a maintenant une indexation des béliers du centre-ovin sur leur résistance. Alors c'est vrai en manège-tête rousse, c'est vrai en basco-béarnais, ça a commencé en manège-tête noire aussi. Et cette arme, elle est maintenant très utilisée par nos collègues des Pyrénées-Atlantiques pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'eux aussi font face à de la multirésistance des Moncus contortus, parce que leur contexte climatique est très favorable à une Moncus contortus, et aussi parce qu'en élevage ovin laitier, on a moins de molécules à disposition qu'un éleveur d'ovins allaitants. Donc il y avait une nécessité absolue là, de pouvoir proposer quelque chose en urgence, et cette indexation de béliers sur leur résistance est maintenant utilisée à l'échelle de la race, puisque ce caractère de résistance est inclus dans l'index de synthèse ovin-lait, mais aussi cette génétique, elle est utilisée de façon, on va dire, tactique, parce que dans des élevages qui font face à de la multirésistance, eh bien on va préférentiellement leur proposer de la semence de béliers résistants. Alors pour ce qui concerne les races ovines allaitantes, et en particulier celles qu'on va retrouver sur les Pyrénées centrales, la situation n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a des initiatives qui sont prises actuellement pour travailler ce caractère de résistance, sachant que en matière de génétique, il faut du temps, et que cette action de renforcement de la résistance, c'est quelque chose qui va demander encore quelques années.
Alors ce qu'on peut faire par contre de façon beaucoup plus immédiate, c'est d'agir sur le pâturage. En particulier, l'idée c'est de limiter les fortes expositions aux strongles gastro-intestinaux. Donc de faire en sorte que ici la contamination de ces parcelles soit la plus faible possible. Et dans ce cas-là, peut-être d'avoir moins besoin de recourir au traitement antiparasitaire. Il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées. Celle qui donne actuellement des résultats très intéressants, c'est le pâturage mixte ovin-bovin, sachant que lorsque les bovins ingèrent des larves infestantes de parasites de moutons, ces larves sont perdues, elles ne se développent pas. Et inversement, lorsque ces animaux ici vont avaler des larves infestantes de strongles de bovins, eh bien ces larves ne se développeront pas. Ce qui fait que ces deux espèces ici, mises en pâturage mixte, que ce soit concomitant ici ou successif, en fait se protègent l'une de l'autre. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser des systèmes de pâturage cellulaire qui peuvent conduire en fait à allonger le temps de repos de certaines parcelles, et plus on allonge le temps de repos d'une parcelle, et plus on a l'espoir de la voir s'assainir au moins en partie. Enfin, il y a des perspectives à plus long terme. Alors là, je vous parle de choses qui vont peut-être se développer dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Alors, il faut relever ici une décision de l'Union européenne qui a autorisé l'utilisation de champignons nématophages dans des espèces bovines, ovines et caprines. C'est quelque chose de tout nouveau. Donc là, ça ouvre peut-être une perspective intéressante d'utilisation. C'est une méthode qui est déjà utilisée en Australie, aux États-Unis. Et par contre, oui, il faut un peu tordre le cou à certaines solutions qui vous ont peut-être été proposées. Les sauts à l'ail, les différentes solutions d'aromathérapie, hélas, sont peut-être efficaces ou intéressantes vis-à-vis de parasites externes, notamment pour les sauts à l'ail, mais en ce qui concerne les strongles digestifs, c'est probablement, ce n'est pas efficace, et donc ça ne peut pas faire partie des solutions qu'on peut proposer à nos éleveurs. Voilà. On entend aussi les plantes à tanin dans Oui. les solutions qui étaient Oui, les envisagées. plantes à tanin, oui. Alors, plantes à tanin comme le sainfoin, comme l'otier corniculé, il y a effectivement dans ces plantes des métabolites qui ont une activité contre les nématodes, et contre les strongles digestifs en particulier. Tout le problème réside garantir un effet antiparasitaire avec une préparation, que ce soit une plante sur pied ou des préparations à base sous forme de granulés par exemple. Et là, hélas, on a observé assez souvent, très souvent même sur le terrain, des échecs d'efficacité. Donc on n'a pas effectivement l'efficacité attendue dans le cadre de la lutte contre les strongles digestifs. Et en tous les cas, lorsque vous avez un hémoncus résistant ou multirésistant, il est plus temps de penser au tanin, on est bien d'accord. Pour revenir un petit peu sur la partie sélection, est-ce que par la voie mâle, tu as des conseils, tu as des choses qu'on peut mettre en place, qu'un éleveur peut déjà mettre en place pour identifier des animaux peut-être un petit peu plus résistants, savoir comment effectuer, puis appliquer ce qu'on voit un petit peu dans d'autres contextes pour la tremblante ou les choses comme ça, mais par la voie mâle peut-être arriver à faire des choses déjà concrètes sur le cheptel sans aller trop loin dans la sélection. Alors la voie mâle, c'est bien la voie qui a été utilisée dans ces travaux-là qui ont débuté dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais effectivement, pour un éleveur qui a un rat de bélier, qui en a 8, 10, 12, qui ne peut pas bénéficier justement de on va dire ce phénotypage à l'échelle d'une race, est-ce qu'il peut tenter quelque chose à son échelle? C'est ça la question. Alors les généticiens, dont je ne suis pas, les généticiens
c'est très très compliqué quand même. Maintenant, peut-être ce qu'on peut faire à petite échelle, c'est de tester ces béliers en coprologie individuelle, là pour le coup, hein, il ne s'agit pas de faire du mélange, mais d'essayer de voir si parmi les 8 ou 10 béliers qui sont présents dans l'exploitation, on a un ou deux individus qui se situent toujours ici, c'est-à-dire dans des niveaux d'expression très importants. Et au contraire, est-ce qu'on en a d'autres qui sont plutôt dans des niveaux d'expression faibles, à condition que tous ces béliers soient soumis à la même pression de transmission. Et bien dans ce cas-là, peut-être oui, on peut imaginer, on peut se dire que de garder ces béliers qui vont excréter énormément, c'est peut-être prendre un risque de garder un bélier sensible, voire hypersensible dans son exploitation. Et s'il y a peut-être un choix à faire, je sais que dans le choix des béliers, il n'y a pas que ce caractère-là qui est pris en compte, mais si on doit prendre en compte ce caractère-là, de résistance au parasitisme, peut-être que ce n'est pas une très bonne idée que de garder ces béliers qu'on peut considérer comme hypersensibles. Et encore une fois, voilà, c'est à prendre avec quand même beaucoup de prudence, de pincettes, mais à l'échelle d'une exploitation, c'est effectivement ce qu'on peut faire. Merci. Par rapport au mode d'administration des antiparasitaires, oui. Est-ce qu'il y a une incidence du coup sur l'efficacité ou pas du tout? Alors, entre des formes injectables, des formes orales, bon, on proscrit les formes couronnes, ça on est d'accord. Parfois, il nous est arrivé effectivement d'avoir des petites différences entre des formes injectables et des formes orales, avec une efficacité un petit peu plus importante des formes orales. Ça dépend aussi beaucoup de l'état général des animaux. Quand on traite un troupeau où les notes d'état corporel sont très déficitaires, il n'y a pas beaucoup effectivement de tissus adipeux, de tissus graisseux, eh bien ça bouleverse un peu la pharmacologie de certaines molécules, en particulier de l'ivermectine et de la moxidectine. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il est préférable de l'administrer par voie orale plutôt que la forme injectable. Je rappelle quand même que dans l'étude qui a été faite, tous les antiparasitaires ont été administrés par voie orale, c'est-à-dire qu'on s'est mis dans une situation qui était la plus favorable pour l'efficacité de ces molécules. Et est-ce que au niveau du timing dans la journée, du cycle normal d'une brebis sur une journée, est-ce que c'est plus efficace de traiter le matin ou quand elles sont à jeun, parce qu'on entend un peu de tout, notamment quand c'est du buvable? Avec les benzimidazole, ça a été bien montré que l'administration du médicament à jeun augmente sa biodisponibilité. Donc, quand le ver est résistant, quand il a muté sur le gène correspondant, que l'on donne le médicament le matin, l'après-midi, un jeun, pas un jeun, ça ne change plus grand-chose. C'est presque plus en amont qu'il aurait fallu se poser cette question et dire, voilà, pour obtenir la meilleure biodisponibilité, il aurait fallu traiter les animaux à jeun. Et ça, c'était il y a 30 ans ou 40 ans. Avant d'avoir les résistances. Avant d'avoir les résistances. Ne pas oublier peut-être aussi la notion de sous-dosage. Oui, alors ça c'est important aussi, c'est que quand, c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça dans mon propos tout à l'heure, c'est quand on dit il faut préserver l'efficacité des molécules qui sont encore efficaces dans un élevage, eh bien il faut effectivement respecter un certain nombre de bonnes pratiques de traitement, c'est-à-dire bien vérifier son pistolet drogueur, c'est aligner la posologie, enfin, le volume que l'on va administrer aux animaux sur le poids le plus lourd du lot, etc. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des choses qu'il faut répéter inlassablement et qui sont importantes parce que, en dehors de la rotation des familles de molécules, oui, le respect de ces bonnes pratiques est fondamental. Merci beaucoup, Philippe. Merci.